Alors j'écris depuis toujours. Depuis toujours, ce que je fais fait l'objet d'un blog sur donc c'est la page Sinoconsulte, la page Facebook, donc qui est suivie aujourd'hui par à peu près 17 000 personnes. Donc en fait, c'est un outil de travail, c'est comme un journal de bord. Je restitue mes travaux. Donc ça peut être de tout petits articles où je vais donner un ou deux conseils par rapport à un exercice d'éducation ou par rapport à un problème récurrent dont les gens me parlent souvent. Et puis ça peut être parfois des articles longs, des articles de fond sur la psychologie, sur l'éthologie du canidé. Mais à chaque fois, ça part du terrain. C'est-à-dire que j'observe quelque chose où je me pose moi-même des questions et si je me pose la question ou si on me pose plusieurs fois la question, je me dis bon ben ça, il faut écrire quelque chose dessus. Alors le livre est un recueil, donc c'est un recueil d'articles qui ont été organisés autour de deux grandes parties. La première partie est vraiment axée sur l'éthologie du chien, sur ses besoins fondamentaux, sur sa psychologie, sur ses comportements. C'est vraiment la partie qui va permettre de mieux comprendre les comportements et de mieux comprendre l'animal en lui-même, l'espèce du chien domestique. La deuxième partie, elle est axée sur la relation homme-chien, sur le comportementalisme, et le comportementalisme, ça s'adresse aussi au comportement humain, sur les dérives humaines, que ce soit au niveau des adoptions abusives, du fait de consommer le chien, du fait d'exiger beaucoup du chien. Donc voilà, ce sont vraiment les deux grandes parties. La première partie, c'est vraiment le chien lui-même. La deuxième partie, c'est le chien et l'homme, et avec vraiment quand même une analyse de la société actuelle dans sa manière de consommer le chien. Donc l'éthologie, c'est la science de l'observation d'un animal dans un milieu naturel. L'éthologie du chien domestique, c'est l'éthologie du dingo, c'est l'éthologie du chacal. Le chien tout domestique qu'il est, c'est un canidé. Et il a des besoins qui sont spécifiques. Et en fait, ce bouquin, je l'ai écrit pour expliquer aux gens ce que j'explique en général dans mon travail au quotidien, en études ou dans les séances, c'est que tout domestique qu'il est, c'est un animal. Et qu'en tant qu'animal, il a des besoins qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et que si on veut bien s'entendre avec lui, si on veut pouvoir l'éduquer facilement, il faut prendre en compte ses besoins à lui et surtout les respecter. L'homme aime son chien, j'en doute pas. Mais l'amour, ça ne fait pas tout. Et quand on aime son chien, il est important de connaître ses besoins. Et c'est ce qui pêche aujourd'hui. C'est que c'est un animal qui vit dans nos maisons depuis des millénaires et il est très mal connu. C'est cette animalité du chien qu'on a finalement totalement perdu de vue? Ben, on a complètement perdu de vue l'animalité du chien parce que je pense qu'on a complètement perdu de vue notre propre animalité. Je suis un animal humain, tu es un animal humain. Le chien est un animal non humain, nous sommes des mammifères, nous sommes pourvus d'émotions, nous sommes semblables sur beaucoup de points, mais là où nous n'avons plus rien à voir, c'est sur les besoins fondamentaux, sur les comportements naturels de l'espèce. Et les comportements, ce sont des besoins. Quand le chien fait ça, c'est parce qu'il en a besoin. Il ne le fait pas pour embêter son humain, il ne se lève pas le matin en se disant « je vais contrarier tout le monde ». À un moment donné, si un chien fait quelque chose et qu'il le fait beaucoup et qu'il hypertrophie cette activité, c'est probablement qu'il y a un manque, quelque chose, et qu'il exprime quelque chose par ce manque. Et en fait, lorsque l'on recadre l'éthologie, lorsqu'on parle d'éthologie et qu'on enseigne l'éthologie du canidé à l'humain, et qu'on remet le chien dans son éthologie, dans son droit, dans son bien-être, dans les besoins fondamentaux de son espèce, on constate que, naturellement, les troubles vont peut-être pas disparaître du jour au lendemain, mais en tout cas s'apaiser. L'incidence des comportements va diminuer, l'intensité va diminuer aussi, et là on peut commencer à travailler et à apprendre de nouveaux comportements. Mais tant que l'éthologie n'est pas connue, tant que l'éthologie n'est pas respectée, on peut éthiquement et sérieusement et moralement pas faire obéir un animal tant qu'il n'est pas bien dans sa tête. À force d'observation, les comportements vont commencer à prendre sens, à avoir du sens. À partir du moment où ça prend du sens, à partir du moment où on a compris, vraiment compris pourquoi le chien fait ça, on est bien plus à même déjà
d'accepter, de faire preuve de patience. Et pour pouvoir faire preuve de patience, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut encore une fois passer par l'observation et la compréhension de l'éthologie. Enfin, moi, de toute façon, dans mon quotidien, quand je prends le temps d'expliquer pourquoi le chien fait ça, j'ai rarement des gens qui disent ça reste un problème. Les gens, à partir du moment où ils ont compris, enfin, il y a quand même une grosse partie du travail qui est faite, parce que du coup, vous installez la bienveillance, vous installez la patience, et du coup, naturellement, vont se mettre en place des mécanismes. On a compris, on a changé la pensée que l'on avait du chien, donc on va changer nos comportements envers le chien, et au final, on va changer le comportement du chien. On consomme le chien comme on consomme la voiture. Le chien est un faire-valoir, donc on prend le chien en fonction de son niveau social. On va chercher la race la plus chère, la plus rare, la plus belle, sans forcément envisager que derrière, il y a une génétique qui est exigeante, que l'intelligence, c'est quelque chose qui est difficile. Plus le chien est intelligent, plus il sera difficile à éduquer. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent des chiens intelligents. L'exemple, c'est la mode du berger australien, la mode du border collie. Je suis débordée de border collie et de bergers australiens intelligents qui pourrissent la vie de leur famille. Parce qu'on a affaire à des gens qui ont adopté un border collie tout petit parce que c'est un chien intelligent, mais cette intelligence, qu'en font-ils? Rien. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui sont absents, ce sont des gens qui n'ont pas le temps, au départ, de connaître la race si particulière du border collie, de comprendre sa génétique, parce que quand on adopte un chien, on adopte une génétique. La génétique, à la base, on ne va pas la changer. Et la génétique, elle s'impose au chien comme elle s'impose aux comportementalistes et comme elle va s'imposer à la famille. J'ai aujourd'hui, par exemple, des gens qui adoptent un berger australien, issu d'une génétique de travail, donc le père et la mère sont actifs au troupeau. Si le père et la mère sont actifs au troupeau, il est bien évident que génétiquement, les chiots sont des bergers australiens actifs au troupeau, même sans troupeau. Ce berger australien, aujourd'hui, il est adopté par des citadins qui ont avec eux, du coup, un animal qui est génétiquement sélectionné pour faire quelque chose, pour travailler, qui n'est pas là pour filer des perles sur un canapé, à longueur de journée, tout seul. Du coup, cette frustration énorme, le chien ne peut pas rester avec. Et du coup, le chien va potentiellement devenir dangereux. Parce que s'il ne peut pas troupeauter, s'il ne peut pas faire ce que ses parents faisaient, ce que sa génétique, que nous avons mis en lui, c'est nous qui avons fait ça, si ce chien ne peut pas le faire sur un mouton, il le fera sur l'enfant qui court, il le fera sur le vélo qui passe à côté, sur le jogger. Mais là, je prends l'exemple du berger australien, mais c'est la même chose avec le malinois. Un malinois proactif, dont on a sélectionné les comportements proactifs. Quand j'ai peur, j'avance. Quand j'ai peur, si quelque chose me gêne, je ne suis pas génétiquement fait pour me sauver. Moi, j'attaque. Ce malinois-là, s'il est adopté par quelqu'un qui est dans la sécurité et qui connaît le malinois, ce malinois-là ne posera problème à personne, même si je ne suis pas foncièrement pour qu'on sélectionne les chiens dans cette optique-là. Mais c'est le cas. Voilà, on va pas, ce chien-là, s'il est avec la personne qu'il faut, dans l'environnement qu'il faut, on est bien d'accord qu'il ne posera problème à personne. Le problème, c'est que ces malinois, aujourd'hui, se retrouvent dans des familles, avec des enfants, dans nos quotidiens. Mais ce malinois, lui, il fait avec les moyens qu'il a. Donc, en effet, il y a des grandes incompatibilités et il y a aussi de grandes irresponsabilités. Et là, je parle tout simplement des naisseurs qui se disent éleveurs. Alors, je rappelle quand même qu'un éleveur, c'est un sélectionneur génétique et que les éleveurs sélectionneurs génétiques sérieux, et il y en a, ne vont certainement pas placer leurs chiens n'importe où. Ce sont de véritables castings. Certains éleveurs exigent même de pouvoir venir voir la maison. Qu'allez-vous faire de ce chien? Avez-vous... Et puis si ça ne va pas, c'est non. Mais aujourd'hui, ils deviennent de moins en moins nombreux, parce qu'aujourd'hui, le chien, c'est une manne financière, que le berger australien se vend énormément, le border collie se vend, le malinois se vend, et que les gens, il y a une demande, ils veulent ces chiens-là, sans connaître les besoins de ces chiens-là. L'irresponsabilité, elle est où? Elle est à la base de la personne qui fait naître ce chien, le vend sans aucun scrupule, dans une famille novice, avec des enfants.
Et est-ce que le problème aussi finalement, c'est pas le rapport de domination finalement qui existe L'homme doit faire obéir le chien, Alors, il vient peut-être de là le problème à la base. alors le problème, en effet, vient effectivement du fait que l'homme veut faire obéir tout le monde. L'humain est une espèce pour laquelle le rapport de hiérarchie est très important. Et nous projetons ça sur le chien. Le chien n'est pas comme ça. L'éthologie n'enseigne pas du tout, mais alors pas du tout, que le chien est une espèce hiérarchique. Mais l'homme le croit que du coup, pour pouvoir éduquer son chien, il faut le dominer. Donc le chien n'y comprend rien. Entrer dans un rapport hiérarchique avec un chien, c'est comme si je me mettais à te parler en mandarin, puisque lui, socialement, il ne se comporte pas comme ça. Le chien est un animal qui est en effet social, mais plutôt solitaire. Donc les chiens errants, les chiens parias, les chiens libres, dans les pays de l'Est ou en Afrique ou en Amérique du Sud, les chiens qui ont encore la possibilité d'aller, le droit d'aller et venir, si on les observe, ils ne se comportent pas du tout en meute. Déjà, ce n'est pas du tout un animal de meute, le chien, pas du tout. Ils sont souvent seuls. Ils vont se regrouper par des petits groupes fluctuants à des moments bien précis et pour une raison bien précise, parce que le chien, s'il y a une chose qu'il est à coup sûr, c'est opportuniste. Si à un moment donné de sa journée, il est dans son intérêt de se rapprocher d'un autre chien parce qu'il a faim et que cet autre chien est un bon chasseur, là, ils vont rester ensemble quelques heures, le temps de chasser, de manger, et ensuite chacun reprend sa route. Ça, ce sont les observations du professeur Coppinger, qui est un des plus grands comportementalistes, éthologues, spécialistes du comportement canin. Le comportement du chien n'est pas du tout logé dans la hiérarchie. La dominance n'existe pas. Il y a des rapports conflictuels, bien sûr, mais basés sur des compétitions très ponctuelles sur une ressource. On va se battre pour un os, c'est tout. Mais après, les deux chiens peuvent se revoir. L'un ne va pas rester avec cette idée de dominer l'autre et d'asseoir une autorité. Ça n'existe pas, ça existe chez l'homme, ça c'est sûr, mais pas chez le chien. Donc il faut perdre de vue l'idée de faire obéir un chien. Il faut perdre de vue l'idée de faire obéir un chien. On va changer la sémantique. C'est qu'il ne faut pas faire obéir le chien, c'est qu'il faut collaborer avec lui. Parce que par contre, c'est un animal intelligent et social, comme nous. Et il est opportuniste. Donc, si on parvient à comprendre ce qui motive le chien dans la vie, et qu'on lui fait faire des choses en fonction de ces motivations-là, et qu'on renforce ses comportements naturels, en gros, si c'est fait doucement et sans contrainte, lui, le chien qui est opportuniste, il va y trouver son compte. Et à terme, on obtiendra la collaboration et l'obéissance. Mais moi, je ne parle jamais d'obéissance, je parle de collaboration, puisqu'il y a une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant pour moi. Et en tant que comportementaliste éducateur en méthode positive exclusive, je ne fais pas de l'obéissance pour l'obéissance. Aujourd'hui, mes clients qui vivent avec leurs chiens vous diront non, aucun problème de relation ou de collaboration avec leurs chiens. Ils ne vous parleront même pas d'obéissance. Non, mais nous, on n'a pas de problème, quoi. Le chien, il est en laisse ou sans laisse, il fait partie de la vie, il a appris dans notre vie, dans la vie, au quotidien, avec nous, auprès de nous, avec les enfants. On s'est fait coacher, on a été aidé par quelqu'un qui nous a enseigné des choses qu'on ne pouvait pas savoir, parce que c'est un métier. Et du coup, aujourd'hui, ces chiens-là, si vous voulez, on leur demande quasiment rien. Ils font quasiment tout d'eux-mêmes. Moi, quand je me promène avec ma chienne, si je m'arrête, elle s'arrête. Si je fais demi-tour, elle fait demi-tour. Et elle est en liberté totale, pourtant. Si je marche, elle est soit devant, soit derrière, soit à côté, mais en tout cas, elle est autour. Si je m'assois et qu'elle vient, elle va s'asseoir. Je lui demande quasiment rien. On s'entend bien, elle est respectée profondément. Et du coup, il y a une amitié qui se crée, animal, humain. Ici, on parle de chiens qui n'ont pas de problème de santé. Lorsqu'un chien a des problèmes neurologiques, ce sera plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser des méthodes coercitives. C'est encore plus critiquable. Ça veut juste dire qu'on va avoir besoin de l'aide d'un vétérinaire. Oui, d'une aide extérieure. D'une aide extérieure en parallèle. Pour, avant de pouvoir éduquer le chien,
Avant de pouvoir lui apprendre des comportements, des nouveaux comportements, on va devoir faire quelque chose qui passe par la médecine. Les comportementalistes ne sont pas vétérinaires. Du coup, lorsque le chien qu'on leur amène a des problèmes de santé qui relèvent de la sphère neurologique ou de la sphère organique, des problèmes de thyroïde, par exemple, l'hypothyroïdie est un gros facteur de troubles comportementaux. Les comportementalistes vont être capables à l'étude d'émettre des présomptions, c'est-à-dire de se rendre compte évidemment que le chien qui est en présence n'a pas un comportement normal, et du coup orienter vers un vétérinaire avant de commencer le travail, en expliquant aux gens qu'on ne peut pas, encore une fois, éthiquement, moralement faire travailler un chien ou lui avoir des velléités d'éducation si on sait que ce chien est parasité par des problèmes de santé. De toute façon, on tournera en rond, on ne va pas avancer, on va s'épuiser. D'abord, on soigne le chien et ensuite, ou en parallèle, on fait l'éducation. Mais toujours est-il que l'éducation positive, et c'est ce que dit ce livre, quel que soit l'individu qu'on a en face de nous, qu'il soit docile, qu'il soit récalcitrant, qu'il soit réactif, qu'il soit non réactif, qu'il soit malade ou en bonne santé, l'éducateur comportementaliste se doit éthiquement de n'utiliser aucune méthode coercitive. On n'utilise que des méthodes bienveillantes et douces, la patience, l'observation, la psychologie, et s'il le faut, une aide vétérinaire. Mais tout cela implique également que s'occuper d'un chien, ça prend du temps. Oui, ça prend. S'occuper du chien, ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. C'est 80% de la charge d'un enfant quand on fait les choses correctement. La charge d'un enfant, donc on prend la charge affective, la charge sociale, la charge médicale, la charge financière, la charge, les activités. Le chien est un animal qui a besoin d'énormément d'espace et de distance, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. Le professeur Coppinger parle de l'espace solitaire, dont le chien a énormément besoin. Il a besoin de place, il a besoin de distance. Et je fais parfois des études dans des maisons où on a 4, 5 chiens, dans une maison qui est beaucoup trop petite, avec un jardin qui est beaucoup trop étroit. Du coup, évidemment que les conflits éclatent. Est-ce que ça veut dire également qu'avoir un chien, ça implique nécessairement d'avoir du terrain? Enfin, avoir un chien et vivre dans un appartement, c'est envisageable ou c'est une hérésie totale? Non, c'est pas une hérésie, c'est envisageable. J'ai des clients, ce sont des gens qui sont actifs, souvent sportifs, et qui vivent en appartement, certes, mais qui sont chez eux normalement et qui vont sortir faire du sport, donc ils vont emmener leur chien, ils vont aller courir en forêt, ils vont emmener leur chien. Ce sont des gens qui souvent se promènent avec leur chien, même en voiture, ils vont prendre leur chien avec eux. Et du coup, là, le chien, lui, s'il a régulièrement sa promenade en liberté, en milieu naturel, où il a la possibilité d'adopter des comportements de chien normaux, de pister, de renifler, de rencontrer des congénères, une belle relation avec l'humain. Ensuite, le chien, quand vous le ramenez chez lui et que vous allez travailler, il est bien. Hein. À un moment ou à un autre, ce chien doit pouvoir se dégourdir les pattes, être sans contrôle, en liberté. Ça ne pose aucun problème aux gens quand ils sont comme ça. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'erreurs de casting, de gens qui sont plutôt sédentaires, qui sont plutôt... Et ils ont le droit, hein. J'ai pas de problème avec les gens sédentaires. Il faut juste qu'ils n'adoptent pas de chien. Les gens sédentaires, qui ne sont pas sportifs, qui n'aiment pas sortir, qui sont plutôt... et qui adoptent un border collie. Non. Non, c'est la catastrophe, c'est sûr. C'est une bombe à retardement. Et tenir un chien en laisse, est-ce que pour toi c'est une hérésie, ça justement parce qu'effectivement, on tient un chien en laisse. La laisse fait partie du quotidien. On ne peut pas se promener avec un chien dans un milieu urbain sans le promener, sans laisse. C'est dangereux pour le chien et le chien peut représenter un danger pour son environnement. Il est fondamental d'entraîner très tôt le chien à la longe. On apprend la laisse en passant par la longe. La longe, et puis ensuite la laisse, va être entraînée, en ce qu'elle n'est pas un objet naturel pour le chien.
Personne ne naît sur cette planète pour être attaché. Donc, poser une laisse sur un chien, si c'est mal fait, si on est mal accompagné, le chien va entrer dans des comportements de frustration, peut entrer dans des comportements de frustration, dans des comportements adaptatifs que certains humains connaissent, peut-être, du chien qui mord sa laisse, du chien qui tire en laisse, du chien qui est ingérable en laisse, qui devient réactif en laisse, qui aboie sur tout ce qui bouge dès qu'on lui met une laisse. Parce qu'en fait, le problème, c'est la laisse. Ce chien, si on lui enlève la laisse, tous ces comportements-là, il les éteint. La laisse est nécessaire dans la société dans laquelle on vit. Mais les chiens ont besoin de liberté. C'est pas possible. On doit pouvoir, régulièrement dans la semaine, offrir à nos chiens une promenade de longue durée, 3/4 d'heure, 1 heure, en liberté, dans les champs, dans les prairies, en forêt, quand c'est permis, près des étangs, et lui permettre de s'ébrouer librement, comme on peut dire à un enfant « sors, va t'aérer, cours, va te défouler ». Sinon, c'est pas possible, c'est un animal actif, qui ne marche pas, qui trotte à 15 km/h, vitesse moyenne du chien. Donc, si la laisse n'a pas été entraînée correctement, on peut pas, l'humain qui n'a pas d'expérience n'y arrivera pas, va forcément avoir des comportements qui vont amener le chien à tirer, ancrer le fait de tirer, renforcer le fait de tirer, et plus on ancre, et plus on renforce, et plus on conditionne, et plus ce sera dur de rééduquer. Le principe, c'est la liberté, l'exception, c'est la laisse, et pas le contraire. Et je parle là d'un chien qui ne représente pas un danger pour son environnement. Évidemment que si le chien est réactif sur les congénères, réactif sur les humains, ou réactif sur le mouvement en général, ce chien-là, avant d'être rééduqué, sera en longe. Il ne sera jamais détaché. Il y a des espèces de chiens qui sont plus... Enfin, dont on dit qu'elles sont plus dangereuses que d'autres. Est-ce que, justement... Alors, il y a une grosse confusion entre la race et la lignée. J'ai par exemple connu, on va prendre la race du caniche, des caniches génétiquement issus de lignées agressives, réactives, sur les enfants, sur les humains, des chiens potentiellement dangereux avant rééducation, et à côté de ça, des pitbulls adorables, qu'on a sélectionnés correctement, éduqués correctement, dont la génétique a été orientée vers la socialité, nés chez des gens qui ont toute leur tête, qui aiment cette race-là, et qui avaient pour ambition de l'amener vers le berger allemand, par exemple, parce que le berger allemand, il y a quelques années, avait très mauvaise presse, hein. Le Doberman, très mauvaise presse. Et puis aujourd'hui, le berger allemand, c'est une race qu'on voit dans les familles, partout. Le berger allemand, on le voit avec des enfants. Il n'y a pas de race dangereuse. C'est les lignées qui sont problématiques. C'est l'homme qui fait n'importe quoi. On a de très bons sélectionneurs génétiques qui sont capables, par la passion, le travail, la sélection méticuleuse des géniteurs, de lignées, de génération en génération, qui travaillent la socialité, qui travaillent l'absence de réactivité, qui font naître les chiots dans les maisons pour les socialiser très tôt, les imprégner des bruits d'une maison, des enfants qui pleurent, des enfants qui crient, des enfants qui courent, des gens qui font naître les chiens dans les familles, dans l'objectif de les faire adopter par des familles, et que le chien soit adaptable et de plus en plus adaptable et adapté à la société dans laquelle on vit. Et ça existe dans toutes les races, dans toutes les races. Chez le Rottweiler, chez le Doberman, chez le Malinois, ça existe. Mais dans toutes les races, vous aurez des lignées dangereuses. Mais ces lignées dangereuses, le seul responsable à la base, c'est le sélectionneur. Ou le fait justement de ne pas être sélectionneur du tout et de faire n'importe quoi.